La grande porte s'ouvre et les deux premières voitures rentrent. Le directeur rejoint le commando et il rentre dans la prison. Et là, le chef du commando, avec le directeur, traverse toute la prison pour aller à ma cellule. C'était en fin d'après-midi. Et moi, je regardais par la fenêtre si mes camarades arrivaient. Et je les ai vus rentrer, je les ai vus passer dans des couloirs sur une centaine de mètres, je les ai vus. Et je me suis assis sur mon lit. Et à ce moment-là, j'étais en transe. Je ne sais pas si vous avez vécu des situations de ce type-là. De mes cheveux jusqu'au bout des pieds, j'ai bougé. Physiquement, j'étais en transe. Je ne sais pas si ça a duré 5 secondes, 20 ou 1 minute, mais j'ai passé un moment où je n'étais pas moi-même. C'était l'émotion, évidemment, de voir et que ma vie allait changer radicalement dans les instants qui allaient venir. La personne que vous venez d'entendre, c'est Gabriel Muesca. Il raconte son évasion au micro de la radio Ici l'Ombre. L'opération s'est déroulée en 1986. Il revient, dans ce récit, sur l'organisation, l'intervention quasi militaire, ses détails, les premiers instants de la liberté retrouvée, et puis il est repris, 6 mois plus tard. Retour en prison. Je ne peux m'empêcher de penser... tout ça pour ça. Alors j'ai décidé de creuser, de comprendre pourquoi l'évasion est-elle une obsession, tant pour les personnes détenues que pour les autorités qui, elles, font tout, bien évidemment, pour l'empêcher. Bonjour, je suis Clara Grisot et je vous souhaite sans attendre la bienvenue dans Prison Obsession. Épisode 1, Évasion, je crie ton nom. Mais je vous assure que c'est un sentiment extraordinaire que celui de s'échapper des griffes de l'État. Que faisiez-vous contre les barbelés ? On a vérifié bien sûr qu'il n'y avait personne dans le Mirador, c'était le cas. J'avais envie de me faufiler par là parce que je veux sortir. C'est une évasion. Et quand c'est le moment tout simplement. Donc on s'est lancé. C'est l'objectif premier. Moi je ne pense pas qu'il y ait un détenu qui n'ait pas pensé à un moment donné essayer de partir, essayer de s'évader. Quelle que soit la longueur de la peine qu'il ait à exécuter. Vouloir reprendre sa liberté quand on en est privé. Voilà l'obsession ultime. En tout cas, c'est ce que dit Éric Jaillat. Incarcéré pendant 20 ans, il a été libéré en 2003, mais s'est évadé à 2 reprises au cours de son incarcération. Si l'obsession est une chose, le passage à l'acte, lui, en est une autre. Après, on se rend vite compte aussi que les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour réussir une évasion sont considérables. Donc souvent, l'idée de l'évasion est un peu anéantie par la difficulté de la mise en place de l'action. Donc il faut des moyens, il faut des complicités. Et puis après s'évader, c'est une chose, mais il faut penser aussi à l'après-évasion. Une fois qu'on est dans la voiture, c'est bien. Mais où aller et quoi faire et donc il faut que tout ça soit préparé à l'extérieur correctement, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des évasions qui se fassent un petit peu comme on dit à l'arrache, où des gens saisissent des occasions qui sont parfois extraordinaires et qui arrivent à foutre le camp. Je connais certaines personnes qui sont parties comme ça d'une cour de promenade tout à coup alors que tout le monde était en train de faire des pompes et eux ont saisi une occasion qu'ils avaient remarquée, qu'ils étaient les seuls à avoir remarqué, et ils sont partis et ils se sont fait la belle comme ça sur des fulgurances quelque part. Lorsqu'Éric Jaillat parvient à s'évader, la première fois, il est repris, 1 mois plus tard. Donc, Gabriel Muesca, 6 mois de cavale, Éric Jaillat, 1 mois. Ils sont réincarcérés peu de temps après leur évasion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas accueillis à bras ouverts en prison. Elle les enferme en réalité davantage, et les mesures de sécurité se renforcent. À partir du moment où une personne ou des personnes arrivent à partir d'un établissement, les autres à l'intérieur, après, vont en subir les conséquences quelque part. Parce que côté surveillant, ça va peut-être pas être la même histoire et donc la faute va être forcément reportée sur le personnel de surveillance et sur le directeur, la direction.
Donc, par effet papillon, quelque part, ça va retomber sur les détenus. J'allais dire, il y a une forme de jouissance individuelle de l'évasion, mais d'un autre côté, alors ça, évidemment, on ne le mesure pas et, j'allais dire, on n'anticipe pas, bien évidemment, c'est après qu'on prend conscience de ça, mais ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques sur les prisonniers et les générations de prisonniers à venir. Gabriel Muesca. À cause de nous, je dirais, il y a des prisonniers aujourd'hui qui vivent des conditions de détention beaucoup plus difficiles qu'avant nos évasions respectives. L'État tire des leçons de chaque évasion. Moi, après l'évasion, on m'a dit il y a 2 choses qu'il ne faut pas faire en France. S'évader et faire de la fausse monnaie. L'État n'accepte pas ça. J'ai vécu pendant 3 ans d'isolement total. C'était le prix à payer pour l'évasion, parce qu'on avait passé ce qui n'était pas acceptable par l'État. Et donc, j'ai quand même un regret dans tout ça. Et je reviens au fait que l'État tire des leçons de toutes les évasions. C'est que, bon, j'étais pas très doué pour la liberté, apparemment, parce que j'ai été repris 6 mois après l'évasion. Et bien évidemment, les mois qui ont suivi, il y a eu les enquêtes qui ont été ouvertes sur l'évasion, qui, quand, comment. On m'a ramené à Pau pour voir un juge d'instruction. Et donc j'ai passé une journée à la prison de Pau, dont je m'étais évadé quelques mois précédemment. Et le peu de temps que je suis resté, c'était un balai d'ouverture de ma cellule et de surveillants qui sont rentrés, responsables syndicats, qui me disaient en résumé « Merci Muesca ». Grâce à vous, on a obtenu ce que pendant des mois, des années, nos syndicats ne sont pas parvenus à avoir, c'est-à-dire un super mirador au milieu de la prison, des salles de veille la nuit, la télé, etc., etc. Enfin, des choses qu'ils ne parvenaient pas à avoir. Ils l'ont obtenu du jour au lendemain grâce à cette évasion-là. Comme je disais, quand vous êtes évadé une fois, après on vous surveille comme le lait sur le feu. C'est-à-dire que vous passez, ce temps-là, c'était le passage au cachot, au mitard, qui était encore de 45 jours. Donc vous avez 45 jours où vous vivez la condition de reclus dans la réclusion. Là aussi, on a évoqué la question du suicide. Il faut rappeler que dans les prisons françaises, on se suicide 7 fois plus que dans le monde extérieur. Et en prison, on se suicide 7 fois plus au mitard qu'en détention dite normale. Donc vous voyez que c'est vraiment un lieu mortifère avec un M majuscule. Et donc j'ai d'abord commencé à avoir 45 jours de mitard. Et puis au sortir du mitard, je me disais, tiens, je vais jouir entre guillemets de la détention normale. On m'a dit, tu vas passer juste de côté grillage, tu vas aller au quartier d'isolement. Et là je suis resté 3 ans. 3 ans qui ont été, une période durant laquelle vous êtes mis à l'état d'animal. 21 ans après, je suis toujours à marcher 6 pas sur 6 quand je prends le téléphone, des fois même au boulot, quand je fais des réunions avec des collègues. Je me lève et je marche les 6 pas sur 6 que je faisais quand j'étais en cellule, à l'isolement. L'isolement total, c'est au bout de 7-8 mois, vous commencez à bégayer, vous n'avez plus la possibilité, par exemple, de lire une page de livre jusqu'au bout, de vous concentrer, de regarder un programme télé. Vous n'arrivez plus à vous concentrer de la sorte. C'est des conditions que je qualifie d'infrahumaines qui vous sont imposées. Le système se renforce. Et il se renforce après chaque évasion, c'est un fait. Il faut à tout prix empêcher la suivante. Le système se blinde, il se blinde dedans, il se blinde dehors. Dedans, le budget alloué à la sécurité augmente considérablement, les marges de liberté s'amenuisent, l'évadé rattrapé paye le prix fort. Dehors, l'arsenal juridique est complété. La loi du 9 mars 2004 sanctionne l'évasion de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Je suis allé rencontrer Maître Nasser Zadeh, avocate en droit pénal au barreau de Lyon et coprésidente de Prison Insider. Je lui ai demandé ce qu'était une évasion et ce que les textes en disaient. En France, constitue une évasion le fait de passer outre d'être sous écrou. Dès lors qu'une personne est enfermée dans une prison ou dans un centre de semi-liberté ou avec un bracelet électronique et qu'elle se défait des contraintes de chacune de ces privations de liberté, elle est considérée comme étant en évasion
Ce qui est important, c'est qu'il y a ensuite un second alinéa dans l'article qui réprime l'évasion qui ajoute des circonstances aggravantes. Et ces circonstances aggravantes, c'est si l'évasion a été réalisée donc soit en commettant une violence, soit de la corruption, soit une dégradation. Et donc là, la peine encourue est un peu plus importante. La répression de l'évasion en France a, on va dire grossièrement, une histoire de 120 ans. Et le fait que le seul acte que de se soustraire à la mesure de contrainte constitue en soi une évasion ne date que des lois Perben de 2004. Donc, ce qui me fait dire, lorsque j'ai à plaider de telles affaires devant les magistrats, que l'évasion telle qu'elle s'est réprimée en France actuellement est un bébé délit, parce que dans l'histoire du délit qui est plus de centenaire, cette évasion a à peu près une vingtaine d'années en réalité. Ce que je comprends, c'est que évasion rime surtout avec répression, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Or, juste à côté de la France, la Suisse n'a pas pris ce chemin. Cela m'a suffisamment interloqué pour que je me rende en Suisse afin d'en savoir plus. André Kuhn est criminologue et professeur de droit pénal à l'université de Neuchâtel. Est-ce que, en Suisse, il y a une définition particulière de l'évasion ? Alors non, il n'existe pas en Suisse de définition juridique de l'évasion, puisque l'évasion n'est pas punissable en tant que telle, donc on n'a pas besoin de la définir en tant que telle. Effectivement, j'ai entendu et j'ai lu que la Suisse, dans sa législation, avait un droit à l'évasion. Est-ce que cette formulation est correcte ? Alors, c'est moyennement correct, c'est-à-dire on vit dans une société dans laquelle on a le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit, et vu que l'évasion n'est pas interdite, donc on a le droit à l'évasion, oui, pourquoi pas. Évidemment, ce n'est pas un droit absolu qui est offert à tout le monde, c'est une possibilité que certains vont saisir, et ils ne seront pas punissables parce qu'ils l'ont saisi, en fait. Est-ce que ces dispositions-là, elles font l'objet de débats ? Est-ce qu'on revient sur cette notion, alors on va dire grossièrement, de droit à l'évasion ? Alors non, pas tellement. Enfin, il y a eu une interpellation à un moment donné au Parlement suisse qui a été déposée, et le Conseil fédéral, donc le gouvernement, a tout simplement répondu qu'il n'y avait aucune raison de légiférer sur quelque chose qui n'est pas nécessaire, et donc voilà, ça a été rejeté et ça n'a pas été représenté derrière. Donc finalement, personne ne s'offusque vraiment de l'idée qu'on a ce que vous appelez un droit à l'évasion. C'est pas fondamentalement dérangeant. Déjà parce qu'on est quand même de plus en plus conscient que l'effet dissuasif du droit pénal n'est pas si grand que ça, donc l'effet dissuasif d'une norme qui punirait l'évasion, on peut toujours rêver, mais je crois que ça va pas marcher. Alors après, pourquoi pas, hein, il y a des choses qui sont criminalisées en Suisse et qui ne le sont pas en France, il y a des choses qui sont criminalisées en France et qui ne le sont pas en Suisse. Voilà, l'évasion fait partie, ça ne nous touche pas plus que ça. Pourquoi pas essayer. Alors ce qui aurait été intéressant, ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de voir si avant 2004, il y avait plus d'évasion que depuis 2004. Est-ce que cette loi a eu un quelconque effet dissuasif, ou bien est-ce que ça a eu aucun effet, voire un effet d'encouragement, parce que qui ne tente rien à rien, donc finalement allons-y. Je ne sais pas, hein, mais ce serait intéressant de voir est-ce qu'il y a eu une baisse significative des évasions. À la vérité, il n'y a jamais eu d'augmentation en réalité du nombre d'évasions comme on la connaît dans la conscience collective. En fait, la vraie évasion avec l'hélicoptère qui vient chercher quelqu'un et on utilise les explosifs, etc. Il y a un projet concerté. Maître Roxana Nasserzadeh. Ce que moi j'appelle les fausses évasions, ce qui ne constituait pas une évasion avant 2004, qui devient une évasion désormais. En d'autres termes, la personne qui bénéficie d'une permission de sortir sort de la prison et ne rentre jamais à l'intérieur de la prison est considérée comme en étant en évasion. Là, c'est aussi simple que ça. Je me suis penché sur le nombre des évasions qui figurent dans un document du Conseil de l'Europe.
Celui-ci rapporte 15 évasions en 2002, ce nombre est de 21 en 2005, 18 en 2013, 21 en 2018. Il n'y a donc pas d'effet décisif de cette loi de 2004 sur le nombre des évasions. En réalité, les évasions, il y en a entre 15 et 30 depuis une vingtaine d'années. Maître Nasserzadeh pointe les fausses évasions, celles qui sont constituées par des non-retours de permission ou des retards. Toutefois, si l'on se souvient bien, celles-ci ne sont pas celles qui ont motivé l'adoption de la loi ni le renforcement des mesures sécuritaires. La loi et la sévérité accrue du contrôle n'empêchent pas les évasions. Celles-ci sont devenues de plus en plus violentes et de plus en plus risquées. Comment cette escalade va-t-elle finir ? Je suis allé partager mes obsessions avec quelqu'un d'autre. Une personne qui, elle aussi, est un peu obsédée par les évasions, au point d'y avoir consacré plusieurs ouvrages. Cette personne, c'est Franck Sénateur. Nous avons, lui et moi, une discussion à bâton rompu dans un endroit insolite, puisque je lui ai donné rendez-vous dans un cimetière. Ce que j'ignorais encore, c'est que ce lieu allait revêtir toute son importance pour la fin de cet épisode. Voici ce qu'il me confie. L'évasion permettait de raconter une histoire judiciaire pénale française qui va de, encore une fois, la privation de liberté, le code pénal de 1791, à nos jours, des prisons en partenariat public-privé, comme Réau, comme tout ce qui va se construire, comme tout ce qui politiquement est complètement dans l'air du temps. C'est comme, pourquoi il n'y a plus de braquage ? Parce qu'il n'y a plus d'argent dans les banques, parce qu'il y a des caméras de surveillance partout. Voilà, le système, il verrouille. L'idée de l'évasion en France, voilà. Pourquoi il y a si peu de gens qui s'évadent en France ? Parce qu'effectivement, les conditions sont de plus en plus infernales. Les mecs, en même temps, je pense qu'il y a une évasion énorme des prisons françaises qu'on n'interprète pas comme telle et dont on parle moins, c'est le suicide. Voilà, les mecs s'évadent de la prison en se suicidant. Parce qu'ils deviennent fous. Parce qu'à un moment donné, le truc, c'est un tombeau. Et qu'il faut une force de caractère pour le supporter extraordinaire. Alors, je ne les défends pas et j'oublie pas les victimes. Hein, mais voilà, ça, c'est une forme d'évasion aussi, d'évasion moderne. Ces paroles me touchent. Je repense à Gabriel Mouesca, réincarcéré dans des conditions terribles. Je repense à Éric Jaillat, qui a souffert de maux de dents si violents et qu'on a refusé d'amener chez un dentiste après son évasion, et qui finit par s'arracher plusieurs dents avec une fourchette et un couteau en cellule. Que retenir ? Les évadés sont repris, chaque évasion renforce le système pénitentiaire, la loi française sanctionne les évasions, et une personne reprise restera donc encore plus longtemps emprisonnée. Cette logique n'est pas universelle, on l'a vu, puisque d'autres pays conçoivent le problème différemment. Le sujet est extrêmement simple. À l'instar d'autres pays démocratiques, nous soutenons, et à l'instar de ce qui a été en France jusqu'en 2004, depuis le Code napoléonien, tenez-vous bien, jusqu'en 2004 en France, le fait de s'évader, pour parler grossièrement par ruse, n'a jamais constitué une infraction en France. Parce qu'il était admis, et il est admis actuellement dans d'autres pays démocratiques, que l'être humain aspire avant toute chose à la liberté. Et que si elle aspire à la liberté, en ne commettant aucun autre délit pendant son évasion, en ne violentant personne, en n'abîmant pas quoi que ce soit, en n'ayant pas une action violente, en ne procédant pas à la corruption des agents de l'administration pénitentiaire, eh bien alors, elle n'a commis aucun délit. Et voilà pourquoi ça n'a pas été réprimé en France jusqu'en 2004. Ce que je trouve fascinant, c'est que notamment vous avez les comptes rendus des procès de Jeanne d'Arc qui sont disponibles sur le net, jour par jour, jour d'audience, les questions posées, les réponses données par Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, il lui était reproché notamment, alors elle était ce qu'on peut appeler aujourd'hui en détention provisoire, et voilà qu'elle essaye de sauter par la fenêtre de la tour où elle est détenue, pour parler vraiment de manière caricaturale. La question se pose de savoir si elle a fait une tentative de suicide ou si elle a fait une tentative d'évasion. Parce qu'à l'époque, tenter de se suicider est un délit, mais tenter de s'évader ne constitue pas un délit. Et donc le juge va lui poser la question « Avez-vous tenté de vous évader ce jour-là » Jeanne d'Arc y répond « Bien sûr que j'ai tenté de m'évader, comme il est permis à n'importe quelle personne de s'évader des geôles. »
D'un côté, l'instinct de vie, celui de ne pas se résigner, s'enfuir coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et de l'autre, quand tout ceci est trop insupportable, qu'il faut mettre fin à des souffrances indicibles, le suicide peut apparaître comme le dernier espace à conquérir. La vie, la mort, l'évasion, le suicide. Tout pour échapper à la prison. Alors, peut-être serait-il possible de desserrer la poigne sécuritaire qui broie la personne, son humanité, sa dignité. Comment ? Eh bien, comme partout, il y a des activités qui sont à même de créer un sentiment d'évasion. C'est le cas d'un bon repas, d'une soirée d'ivresse, d'un moment de passion charnelle, d'un coup de fil inopiné à un ami cher. Autant de choses que l'administration pénitentiaire tente à interdire, limiter, encadrer. Alors, si je veux vous donner quelques perspectives pour les prochains épisodes, ce serait d'aller regarder du côté de ces interdits qui contribuent à enfermer davantage. Je vous donne rendez-vous à l'automne pour le prochain épisode. Merci et bon été. Éric Jaillat et Gabriel Mosca ont été interviewés par Marc Giuse pour la radio Ici l'Ombre, la radio éphémère du festival Concertina, qui organise chaque année des rencontres autour des enfermements. Vous retrouvez toutes les informations dans la description de l'épisode et la possibilité d'écouter l'intégralité de ces interviews.